Bonjour et bienvenue pour ce nouveau racontant une histoire. Je sais, ça fait une pompe que vous l'attendiez. Vous croyez qu'il était mort, alors je vous dois des explications. Oui, je vous dois des explications parce que Nico m'a fait une tête carrée, le reste de l'équipe m'a fait une tête au carré, et vous allez encore gueuler que j'ai du retard. Alors, de base, je devais aller à une certaine époque dans un certain pays. Je ne spoilerai pas parce que sur une histoire qui était prévue, toute une erreur de timeline sortira plus tard. Mais j'ai fait une erreur à toi, enfin, je me suis heurté à moi-même. Enfin, c'est compliqué. Temporalité, autre moi, bordel. Comme d'habitude. Le problème, c'est que je suis arrivé en Russie. Et j'ai croisé un personnage qui, au début, je dis ouais, je m'en fous. Enfin, je voyais à peu près qui c'était. Je fais ouais, je vois rien d'intéressant sur ce gars. Et en fait, il y a de quoi parler. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, j'ai pris tellement de temps à devoir analyser ce gars que ça m'a pris plus de temps que prévu et j'ai un peu bugué sur les timelines. Bon, sur ce, pour ceux qui auraient peut-être pas compris, Russie, homme bizarre, mystique, qui peut te retourner le cerveau, vous avez compris, aujourd'hui après de Rasputin. Générique. Grigory Efimovitch Rasputin, potentiellement né le 9 janvier 1869, 21 janvier dans le calendrier grégorien. Il est né dans la ville de Pokrovsky et mort assassiné le 17 décembre 1916, nouveau 30 décembre dans le calendrier grégorien, à Petrograd. C'était un mystique et un guérisseur russe. Confident d'Alexandra Féodorovna, épouse du tsar Nicolas II, qui lui permet d'exercer une forte influence au sein de la cour impériale russe. Et c'est là où moi, je vais me retrouver dans la cour impériale. Je vous dis pas la tête de con. De base, il est du fin fond de la Sibérie. En fait, Rasputin, puis qui est devenu Rasputin Novji, se présente comme un starnik, un mystique errant, et se présente Starets, donc guide spirituel, prophète,
et affirme sa fidélité à l'église orthodoxe russe. Cependant, aucune source ecclésiastique n'atteste de son appartenance à quelconque ordre en fait. Ce qui va le rendre très suspect, et on craignait qu'il appartenait à une secte du nom des Kilistes. En fait, c'est une secte de psychopathes, quoi. Pour résumer, ce que je peux pas rentrer dans les détails, que c'est assez hard. L'hypothèse est la plus généralement retenue parce c'est souvent comme aventurier. Il dit que l'aventurier doit passer pour un pèlerin itinérant avec un gros pouvoir de séduction. Surtout en fait, quand on est rentré, c'était en 1907. Il jouissait d'une réputation de guérisseur. Et il fut invité pour la première fois par le couple impérial au chevet de jeune Alexis, héritier du trône atteint d'hémophilie. Rasputin va gagner en influence, en particulier pendant un conflit mondial. La tsarine, et pour ceux qui se demandent, oui, je parle bien de la Première Guerre mondiale. Donc la tsarine, sa famille, considère alors comme guérisseur, un mystique, voire un prophète. Cet ennemi, moi, le décrivons comme un charlatan, débauché, mu par un appétit sexuel démesuré, un espion, voire même un psychopathe. Mais sa présence contribue aussi à jeter du discrédit sur la famille impériale et constitue l'un des rouages de la chute des Romanov. Bon, il va être assassiné suite à un complot fermenté par des membres de l'aristocratie. Hein, quoi? Non, j'ai une issue pour rien. Il n'y a aucune preuve que j'y étais. Ah, je peux vous dire un truc, les gars, de vous voir. Ah, il est stoïque dans cet enfoiré. Mais bon, on va remonter, on va expliquer ça après. Hein. Certaines zones d'ombre se disent sur sa vie et son influence. Parce qu'en fait, sa biographie c'est surtout des témoins partiaux alimentés par des propagandes anti-monarchistes, des rumeurs, des légendes. Sa mort, son mythe va inspirer beaucoup d'écrivains et artistes. Il va être diabolisé. Il va me servir par la suite d'une estime plus ou moins défavorable que dans son vivant. On va monter un peu dans le temps et on va monter un peu à ses origines. Parce que déjà là, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des archives ont été détruites. L'année de naissance de Rasputin est peut-être à caution. Parce que d'après une grande encyclopédie soviétique, oui, ça existe, c'est en fait une importante encyclopédie en langue russe publiée par l'Union soviétique de 1926 à 1990. Ce livre est un peu un livre qui a fait un peu de la propagande, donc les données qui sont dedans ne sont pas vraiment... Mais bon, bref, ce sera un épisode sur l'URSS, un de ces jours, peut-être dans de notre temporalité, parce que pour l'instant, ce qui se passe dans cette temporalité, ce genre de trucs, j'ai évité. Donc, il est né entre 1864 ou 65, selon un écrivain du nom de Elvar Raski. Les archives officielles de Tioumen, donc en Sibérie, contiennent un recensement débutant de Pokrovski qui mentionne clairement le nom de Rasputin, donc ça serait son vrai nom. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que le nom n'a pas été modifié, on ne sait pas. Pourtant, du côté étymologique, l'origine du nom reste obscure et contribue pour des rumeurs et provient de Rasputi et de Plut, qui veut dire chemin ou route, et peut-être préfixe dans quelque chose d'altéré, de défait, voire détruit. Du fait, Rasputi désigne en russe croisement intersection. Lieu où dans la Russie impériale étaient souvent des croix chrétiennes. Encore la Rasputia désignée par l'état impraticable des routes dans la saison des boues. Juste avant l'hiver, juste après l'hiver, pendant que le dégel. Mais dans la bouche des directeurs, dès son arrivée à Petrograd, Rasputino désignait les Starfrays qui ont quitté le bon chemin. En 1995, l'historien russe Oleg Platonov va se pencher sur le nom et va demander au clergé de la métropolite. Et puis l'année suivante à Saint-Pétersbourg une étude consacrée au sujet. Bien qu'elle part des registres d'époque et disparus, Platonov va étudier
des renseignements relatifs au baptême, mariage, décès, issus des recensements impériaux. Et entre 1862 et 1868, le recensement de 1897 a pu être conservé. Ainsi, Lefim Yakovlevitch Rasputin Novitch et Anna Valencia Petrovska, les futurs parents de Grigory Rasputin, se sont donc mariés à Pokrzywój le 21 janvier 1862. Ils avaient à ce moment-là 20 et 22 ans. Le couple aura donc leur enfant qui tous meurent en bas âge. 3 filles. D'abord Edkovia, née le 11 février 1863, puis Evikoya, née le 2 août 1864, et Klegeria, née le 8 mai 1866. Un garçon, Andrei, qui en 1868, les registres ne font besoin d'aucune naissance de la famille. Ce qui veut dire que Rasputin n'est pas né en 1869. Le fait, c'est qu'en fait, après 1868, il n'existe vraiment plus de registre. Tout a été détruit ou perdu. Au nom de Grigory Lvovitch Rasputin, il a obtenu ceci à partir de son 28e année. Et son année de naissance est indiquée comme 1869. Mais ce n'est pas précis. Pour certains, elle tiendrait plutôt de 1863 ou 1864. D'après beaucoup, il serait né le 10 janvier, jour où l'église orthodoxe dédiée à Grégoire Nicée ferait le choix du prénom. Bien que le nom de Rasputin soit annoncé dans certains registres, le nom de baptême du père de Rasputin, Noviek, est également clairement indiqué. Par ailleurs, dans les archives consultées par Platonov, pas moins de 7 familles du village avaient ce nom-là. Donc, savoir qui avait vraiment le truc. Donc, c'est pour ça que aussi le nom a été mis en version débauchée. Donc, ça a donné le mot Rasput, Creuset des Soins, Carrefour. Et aussi, c'était le surnom qui était donné pour surnommer le temps de tel endroit. Aujourd'hui encore, Rasputin a un nom qui se rencontre couramment en Sibérie, donc c'est assez complexe de savoir quelle famille était vraiment les géniteurs de notre Rasputin qui nous intéresse. On va éviter de faire toute la jeunesse où sa mère et son père sont fermiers à 2500 km de l'est de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, son père n'est pas qu'un simple moudjik, donc les moudjiks sont des paysans de rangs sociaux peu élevés. En fait, les propriétaires de fermes, terres et de ces animaux, ce qui est assez rare pour l'époque. Enfin, on va pas s'intéresser à sa jeunesse. Si, il y a quelques événements, il faut qu'on les prenne. Qu'en fait, d'après la légende, vers le 10 janvier 1869, un météore aurait traversé le ciel au-dessus de la ville d'où est Grigory Rasputin. Et ce phénomène aurait, dit-on, fait dire que la venue au monde avantage est exceptionnelle. Une autre légende dit que son père, qui s'était occupé des chevaux, qu'il entraînait des rapports magiques, et ce qui a fait qu'on a trouvé ses dons de guérisseur, que soit la météore, soit il avait eu un don avec des animaux. Il faut savoir qu'à la suite d'une chute accidentelle dans les eaux glacées des rivières alors qu'ils jouaient ensemble, son frère aîné, Andrei, et lui sont jetés à l'eau pour le secourir. Et vont être victimes d'une pneumonie. Andrei va mourir, mais Grigory va survivre. Et en fait, de cette mésaventure, il va garder des insomnies quotidiennes épuisantes. Après, bon, bien sûr, Grigory va aider son père à la ferme, conserver une enfance de manière assez rustre et bourrue des paysans. Les vêtements vont être peu soignés, les mains calleuses. La vie va être rude. La vodka comme boisson courante. Et l'instruction peut répondre à la campagne. C'est pour ça que Rasputin va apprendre même pas apprendre que les rudiments, de la lecture et de l'écriture. Mais à 16 ans, il va avoir une expérience mystique
avoir des apparitions et la vision d'un ange et qui va lui dire de lire la Bible et va donc devenir ce mystique qu'on va connaître. Et au nom du Christ, en fait, il va se livrer à de nombreux exploits spirituels et corporels. Notamment sur le port de Vérigui, un très lourd collier de ceinture de fer avec le croix dessus pour amortir la chair. Il reste parfois plusieurs semaines reclus dans les caves de son père pour se mettre à l'épreuve pour lutter contre la tentation. Pendant 15 ans, en fait, il alterne entre la vie de paysan au village et des retraites de pèlerinage dans des monastères. Et c'est en 1888, à l'âge de 19 ans, où il va épouser une jeune paysanne dans le village de Doudrevognier. 5 enfants naissent de ce mariage. Mais pas de bol, parce que ces 2 enfants, Michael et Georgi, vont décéder prématurément. Dimitri, son autre fils, va mourir en 1895. Maria, sa fille, va mourir en 1898. Et Varva, sa dernière fille, en 1990. Oui, en 1900. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le talent de Rasputin va faire des envieux. Est-ce qu'à la fin de sa vie, on sera d'entendre de toutes parts des accusations des pires péchés? Il faut savoir qu'avant d'arriver dans la cour, il va y avoir une période d'errance. En fait, en 1894, alors qu'il travaille dans des champs, il aura la vision donc de la Vierge. Un prêtre de nom de Macquarie va lui parler qu'il se considère comme son père spirituel. Il lui conseille d'abandonner son métier de fermier, de se poser davantage vers la religion et de se rendre au mont Athos en Grèce. Il effectue à pied plus de 3000 km en quelques mois, même en 10 mois, c'est quand même pas mal. Mais il va être déçu par les moines parce qu'en fait, ils n'auront pas les réponses à des questions. Sur la route de retour, il fait halte alors dans de nombreux monastères. Et c'est plus de 2 ans après son départ qu'il trouve sa femme et son jeune fils Dimitri. Là, Rasputin va continuer à vivre des périodes de mysticisme, d'ermite, parcourant la Sibérie occidentale, survivant grâce à des prédications, de la charité, de l'aumône, frappant aux portes des monastères, et acquérant au fur et à mesure des petits dons et une réputation de sage et de guérisseur. Il effectuera de nombreux pèlerinages, particulièrement à Kazan et à Kiev. Les gens commencent à venir de toutes les régions pour écouter ses prêches. Le clergé orthodoxe s'inquiète de son succès, parce qu'ils ne peuvent plus rien lui reprocher, enfin ils ne peuvent rien lui reprocher de base, et de plus, des fidèles viennent à ces réunions, menant des malades lesquels il exerce des talents de guérisseur. Sa réputation s'étend, mais en même temps il continue une vie de débauchés, de buveurs, de bagarreurs, de secteurs et même de voleurs. Dans toutes les années, il fut en contact avec une multiples sectes qui flirtaient avec des terreaux de religion orthodoxe. Il était notamment chargé d'accompagner un jeune moine au monastère de Verkhoturye. C'est une ville en Russie où il va y tourner 3 mois. Ce cloître est en réalité tenu par la secte des clistes qui mêle danse, flagellation, extase, érotisme et religion. Ce qui convient parfaitement à Rasputin, bien sûr. Il aurait étudié les pratiques de cette secte sans jamais avoir été vraiment initié, mais il va quand même y perfectionner ses dons pour l'hypnose et la magie. Il va commencer à avoir des évaluations obscures théories sur la régénération, sur les péchés, et c'est là où il va commencer vraiment à devenir flippant. C'est là l'invitation d'un grand duchesse de Militsa qu'il avait rencontré à Kiev que Rasputin va se rendre à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, depuis le règne de Pierre le Grand. Le tsar Nicolas II règne depuis 1894. Sur la route, en fait, il assiste en 1903 à la canonisation des starets Séraphin de Starov. Sauf que dans l'assistance réunie, Rasputin va rentrer en transe et prédit Alexandre d'un héritier mâle au trône impérial. Le 12 août 1904, né le Tsaris, donc des futurs princes russes, enfin Alexis, donc, mais qui en fait atteint d'hémophilie. Donc, printemps 1904, Saint-Pétersbourg.
Rasputin demande l'hospitalité à l'évêque Théophane, inspecteur de l'académie de théologie de la capitale, qui aide à faire des recommandations. Son but est de rencontrer Nicolas II. Pouty, d'ailleurs, pour Rasputin, Nicolas II est trop occidentalisé et voudrait donc le remettre dans le droit chemin et qui retrouve la véritable âme russe. Bien sûr, le Zister de Kazan lui remet une lettre de recommandation destinée à l'évêque Sergueï, qui s'inquiète que la crise spirituelle qui va miner la Russie. Sauf que, conquis par Rasputin, l'évêque va le prendre sous sa protection et va le présenter à l'archevêque Théophane de Poltava, confesseur d'Alexandra Ferova. Alexandra, donc, la grande duchesse, et épouse du tsar. Donc, quant à ça, elle va rencontrer le père Jean de Kronstadt et l'évêque Érogène de Saratov, tout sur le fait de la ferveur religieuse de Rasputin, de son talent de prédicateur, etc., etc. Ils le bénissent, le considèrent comme un starette, comme un envoyé de Dieu, l'introduisent auprès de la grande duchesse, sa sœur, la grande duchesse Anastasia, la fille de Nicolas Ier de Monténégro, mariée à deux frères, le grand-duc Peter Nekrovitch et grand-duc Nikolavitch, cousin d'Alexandre III. Cependant, Rasputin retourne un moment dans son village et ne revient pas à Pétersbourg avant 1905. Bien sûr, la tsarine, flippée de ne pas avoir d'héritier mâle, avait pris l'habitude d'attirer autour d'elle de nombreux mystiques et guérisseurs comme Maître Philippe ou Papus. Séduite donc par Rasputin, d'autant plus que Philippe lui avait annoncé quelques années plus tard que les sciences exil, il aurait également annoncé venant avec un grand prédicateur qui avait nommé notre ami. Et voilà, donc ça commence à se croiser là. Et oui, on va croiser quelqu'un qui est. Par l'entremise de la grande duchesse et de sa sœur, le starter est présenté à la famille impériale incorporée dans le palais d'Alexandre. Enfin, le palais d'Alexandre. Le 1er novembre 1905. Il offre des icônes à chacun. Le charliste Alexis souffrant d'hémophilie, Rasputin demande à Alexandre son chevette, jeune malade, c'était alité à la suite d'une chute, provoque un faisant un hématome au genou. Il va lui imposer la main. C'est l'action de poser directement les mains de quelqu'un pour essayer de le guérir, voire le bénir. Et en fait, ça semblait enrayer la crise selon certains, en fait, les gens ne savaient juste pas que l'aspirine qui était donnée aux malades jouait sur la liquidité du sang. Comme c'est un antigréant plaquaire, c'est un facteur qui va aggraver l'hémophilie. Le simple fait de retirer les médicaments pour jeter les remèdes de malades dont l'aspirine pour se baser que sur la prière, en fait va juste faire que ça t'enlève l'agent qui fait que le sang ne sais pas coaguler. Bravo, ça marche. Par moment, je pense que Rasputin a dû voler une machine et en fait c'est qu'à notre époque a été trollé dans le passé. Bon bref, ça c'était ma théorie. Sur les parents du jeune prince, sont séduits par ses dons. Et semble avoir été prophétisés. Donc la tsarine convainc son mari que Rasputin est un messager de Dieu, qui représente le nom des tsars, que l'église et le peuple sont à la capacité d'aider son fils, parce que voilà, il est là, il est l'envoyé de Dieu. Ça fait l'union de tsar, église, peuple, c'est un miracle. Et le truc, c'est que tout ça va faire que sa réputation va le rendre indispensable, voire même à se rapprocher dangereusement de beaucoup de membres de la famille royale et de la grande noblesse. Parce qu'en fait, il va faire la connaissance de nombreuses femmes riches. Et en fait, Rasputin va être inquiétant et fascinant. Un regard perçant et difficile à soutenir par ses admiratrices, beaucoup cèdent à ses charmes hypnotiques et le prennent pour amant et guérisseur. D'ailleurs, l'une d'elles, du nom de Olga Loktina, épouse générale influent mais crédule,
devient sa maîtresse, le logera chez elle et le présente à d'autres femmes d'influence, comme Anna Viourudova, amie et présidente de la tsarine, Mounia Golubia, nièce de celle-ci. Grâce à d'habiles mises en scène, il s'est produit à Saint-Pétersbourg ou au palais impérial, la résidence principale du tsar, une instance d'exorcisme, prières, des récits de débauche prétendus ou avérés. Et ça a commencé alors à multiplier des scandales. Ça a commencé en 1909, le terroriste à suite de contusion, victime d'hémorragie interne. Le tsar n'arrivant pas à contrôler, et le pauvre est en train de souffrir, appelé en désespoir de cause, Raspoutine, après avoir été béni par la famille impériale, entre en prière. Au bout de 10 minutes, épuisé, se relève en disant « Ouvre les yeux, mon fils ». Le chef vite se réveille en souriant, et dès l'instant, tout l'état s'améliorait. En fait, dès son aide vient le soigner et en fait est chargé de veiller à la santé de la famille impériale. Ce qui lui donne une entrée permanente au palais. Et est reçu officiellement dans la cour. Cependant, malgré la pleine confiance du tsar, il se rend vite très impopulaire auprès de la cour et du peuple. En fait, il est considéré plutôt comme un mauvais ange. Il commence à avoir des soupçons et les gens commencent à le regarder très mal. Il est ainsi, pour les fois, aimé, détesté, redouté. On le soupçonne de s'enrichir, ce qui semble nullement être le cas. Son seul luxe étant de porter une chemise en soie confectionnée par Alexandra et magnifique croix qu'il porte autour du cou, également offerte par la tsarine. Sauf que le problème, c'est que Grigori Raspoutine va continuer à mener une vie dissolue de beuverie, de débauche, conservant cheveux gras et barbe emmêlée, organisant des fêtes dans son appartement où domine beaucoup de relations sexuelles, jusqu'à 10 relations par jour, de l'alcool. Il prêche sa doctrine de rédemption pour le péché parmi ses dames, impatient d'aller au lit avec lui pour mettre en pratique sa doctrine, ce qu'il considère comme un honneur. Sauf que, après la révolution de 1905, cours rapide 1905, c'est des troubles politiques sociaux qui vont agiter l'Empire russe. Et ça doit être un peu foutoir. Raspoutine se heurte au président du conseil Piotr Stolypine, nommé alors en juillet 1906 réformateur énergétique. Cela veut moderniser l'Empire russe, permettant donc aux paysans d'acquérir des terres, organiser de meilleures répartitions de l'impôt, accordant donc la Douma. C'est la chambre basse des affaires de l'Assemblée fédérale russe. Avoir plus de pouvoir, mais par la répression de force, il indique des vagues d'attentats, améliore les systèmes ferroviaires, augmente la production du charbon de fer. Sauf que Piotr ne comprend pas l'influence qu'a Raspoutine mystique, ce mystique bizarre sur le couple impérial. Tandis que Raspoutine reproche au Premier ministre sa morgue, caractéristique de la classe des grands propriétaires terriens dont il est issu. Alors, en 1905, il y a ce qu'on va appeler l'affaire des Balkans. Raspoutine va donc se ranger dans la partie de la paix, côté de Tsarine, contre le reste des clans Romanov. Il pense que l'armée impériale, sortie d'affaiblie de la défaite de 1905 contre le Japon, n'est pas prête à se lancer dans un nouveau conflit. Mais lorsque la France réunie intervient contre la Russie, il réussit à convaincre que la deux ne pas étendre le conflit dans toute l'Europe. La police secrète va surveiller Raspoutine sous l'ordre de Stolypine. Les rapports accablants font tomber parce que même le scandale Raspoutine, on peut dire que c'est vraiment un scandale, éclate en 1910 dans une campagne de presse organisée par des députés de la Douana, donc une sorte de police secrète, et surtout par aussi des religieux.
qui dénoncent la nature débauchée de Raspoutine. Mais en fait, sans vouloir, on s'est tapé dans le tsar parce que c'est le tsar qui l'a introduit, donc le tsar va se faire bousiller avec. Sauf que bon, ça marche un peu comme 1911, Raspoutine va être écarté de la cour, exilé à Kiev. Sauf que lors d'une transe, il va prédire la mort prochaine du ministre. En disant ceci, la mort suit sa trace, la mort chevauche son dos. Il décide alors de partir en pèlerinage sur la Terre Sainte. Oui, il a été jusqu'à Jérusalem, le gars de Russie jusqu'à Jérusalem, il est hardcore. Il revient de la cour dès fin de l'été. Le 14 septembre 1911, alors que Stolypine vient d'autoriser les paysans qui étaient le MIR, donc le MIR, je rappelle, c'est une communauté paysanne locale autonome, leur permettant en fait pour accéder à la propriété individuelle de la terre. Cette réforme est acclamée à travers toute la Russie. Sauf que le Premier ministre est assassiné par un jeune anarchiste du nom de Dimitri Bogrov à l'opéra de Kiev, en présence de la famille impériale, des ministres, des membres de la Douma et justement de Raspoutine. Cela marque en fait la fin des réformes. Alors la situation internationale va devenir instable. En fait, il faut savoir que le 2 octobre 1912, le chef résiste Alexis occupé en Pologne est victime à la suite d'un accident d'une nouvelle hémorragie, ce qui risque d'entraîner sa mort. Aussitôt averti, Raspoutine entre en extase devant l'icône de la Vierge de Kazan, et puis il se relève, épuisé, il expédie au polaire message: il n'y a aucune crainte, Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières. Ne vous inquiétez plus, le petit ne mourra pas, ne sortez pas docteur de trop l'ennuyer. Dès la réception du télégramme, l'état du chef réviste Alexis se stabilise et le lendemain commence à s'améliorer. L'enflure sa jambe se résorbe, l'hémorragie interne s'arrête, les médecins peuvent bientôt éclairer hors danger et même les plus hostiles aux arrêts doivent revenir qu'il a produit là un événement quasi miraculeux. Et là, il revient alors en sauveur, triomphant à Saint-Pétersbourg. Et là, ça va commencer à partir royalement en steak. Parce que derrière le démembrement de l'Empire ottoman, la question des Balkans se met en place à condition d'une guerre générale. Les Russes rentrent en guerre, d'autres rentrent en guerre, enfin, Première Guerre mondiale, je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que, il faut savoir par contre que le 29 juin, Raspoutine est poignardé par une mendiante, une ancienne prostituée, au sortir de l'église de son village sibérien. L'enquête démontre que l'ordre venait d'un moine et ce moine voulait la Raspoutine parce qu'il disait que ses croyances cliniques, donc de la secte, étaient dangereuses. En fait, après l'attentat et le rétablissement de Raspoutine, son importance va devenir primordiale, car son influence va être dans tous les domaines. Il interviendra dans la carrière de généraux, dans celle des métropolites, dans l'animation de ministres. Mais la peur l'envahit. Il se met à boire encore plus d'alcool, à participer à des soirées de encore plus de débauches avec plus d'orgies dans des cabarets de tziganes. Il n'est plus le starlet ascétique que tout le monde respectait. Cependant, malgré son caractère débauché et son acte de moins en moins engageant, ses conquêtes féminines sont de plus en plus nombreuses dans la haute société. Le 1er août 1914, la guerre est déclarée officiellement entre la Russie et l'Allemagne. Le patriotisme russe s'exalte suite aux raisons des premiers succès militaires. Et Raspoutine voit sa faveur décliner. Rapidement cependant, la situation militaire va se détériorer. Hiver rigoureux, manque d'armement, d'approvisionnement, commandement indécis, voire prise de risque inconsidérée par certains généraux. Et après la grande retraite de 1915, Nicolas II, malgré l'avis défavorable de ses ministres, décide de prendre le commandement de l'armée et s'installe sur le front, laissant la régence à son épouse et son conseiller privé Raspoutine. Ce dernier va se faire de plus en plus d'ennemis, en particulier chez les politiques, les militaires et dans le clergé orthodoxe qui, au début, l'ont pourtant bien accueilli. Mais son inconduite révolte. Les pires communistes répandent de plus en plus et le temps de guerre tourne au désastre.
En 1916, à la Douma, la tsarine, qui est d'origine allemande, et Rasputin sont accusés de faire jeu avec l'ennemi. Là, on va rentrer dans les derniers instants de Rasputin, et là, ça va commencer à devenir très dangereux, parce que pendant que la guerre se passe, ça devient compliqué parce que la Russie se voit attaquer dans tous les sens via l'Allemagne et ses alliés, et les hautes sphères et les religieux russes veulent la tête de Rasputin. Donc là, on va dire que l'historien Edouard Radziwiłłki a pu donner des détails de cet assassinat grâce à des archives de la commission extraordinaire de 1917 et aux documents secrets de la police russe. La famille Yusupov, inquiète par l'influence de Rasputin, sur la famille naturelle, choquée de réputation scandaleuse et débauche, avec beaucoup de gens de noblesse qui sont mêlés, etc., se pose de plus en plus fortement au Staret. De plus, en pleine guerre mondiale, le bruit court qu'il espionne au profit de l'Allemagne. Plusieurs complots se trament donc contre lui. En fait, une conjuration va aboutir et son assassinat dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, alors qu'il est invité par le prince Félix Yusupov, épouse de la grande duchesse Irina, nièce du tsar. D'ailleurs, on allait la recroiser elle. Parmi les principaux conjurés se trouve donc le grand-duc Dimitri Pavlovitch, que j'aime que la deux, et amant du prince. Oui, mais bon, pas de commentaire. Le député d'extrême droite Vladimir Pourrichekiv, l'officier Soukholine, le docteur Stanislas Lozorès, ainsi qu'un agent britannique du nom de Oswald Reiner. En 1927, Yusupov, c'est lui, avait donc commis l'assassinat dont le public récit détaillé mais quelque peu surréaliste. Le cadavre est retrouvé le 19 décembre 1916 au petit matin, recouvert d'une épaisse couche de glace. Il est remonté par la surface de la Neva, donc le fleuve Neva, au niveau du pont Petrovski. L'album photo de la police exposé au musée d'histoire politique russe de Saint-Pétersbourg montre un visage profondément tuméfié qui a subi un tabac d'une rare violence. Il a reçu 3 balles dans le corps, un au niveau du front, une au niveau de la poitrine et encore une au niveau du dos, toutes tirées par un mort de calibre différent. Une première version controversée indique que l'autopsie faite à l'Académie militaire par le professeur Kozorov le jour même de l'éclair du corps révèle que Rasputin n'était pas mort ni d'un poison ni des balles, mais ni d'écossainé assassiné, mais de noyade, raison d'une supposée présence d'eau dans les poumons. C'est-à-dire qu'il respirait encore au moment où on l'a jeté dans la petite Neva. Cours d'eau secondaire qui croise. Une seconde version qui aujourd'hui est beaucoup plus nous indique que notre ami Rasputin n'a pas été empoisonné. Parce qu'aucune trace de poison n'a été retrouvée dans le corps, dans ses fuites en fait. Mais la mort serait bien les balles. En fait, la balle a été tirée à coup portant pour porter à Rasputin le coup de grâce. Une autre balle, sans doute tirée en premier, dans le moment de confusion générale, n'était pas mortelle. Aucune trace d'eau semble présente dans le poumon de Rasputin. C'est pour bien qu'il était déjà mort. Parce que, apparemment, le prince Félix et Dimitri Pavlovitch n'ont jamais vraiment fourni de cyanure, mais un simple produit inoffensif. Mais le célèbre récit horrifique de la nuit donne à Rasputin un aura de diable. C'est parce que, bon, ça a été aussi empiré par la famille Yusupov, qui avait perdu sa fortune après la révolution bolchevique, de mieux vendre ses mémoires, ainsi que le grand public pourrait garder l'image de Rasputin comme un monstre. Et que c'était Rasputin qui avait une force naturelle et que ces gens n'étaient pas des amateurs.
Mais le truc, il y a eu quelque chose qui n'avait pas prévu, c'est que plusieurs personnes ayant eu vent de la nouvelle viennent puiser l'eau où Rasputin a été trouvé mort, en espoir de recueillir un peu de son pouvoir mystérieux. Et à la demande de l'impératrice, Rasputin va être inhumé le 22 décembre 1916 ou 4 janvier 1917 dans sa foutue calendrier de Grégorien de Médeux, dans une chapelle en construction, près du palais de Tsavkaï-Selo. Un monument commémoratif fut élevé dans les années 1990. Au soir du 22 mars 1917, sur l'heure du nouveau gouvernement révolutionnaire provisoire, on va exhumer le corps pour le faire disparaître. On le ramène avec son cercueil à Saint-Pétersbourg, où il va être incinéré dans la chaudière de l'Institut Polytechnique, puis ses cendres sont dispersées dans les forêts environnantes. Mais, selon la légende, seul le cercueil avait été brûlé, le corps est resté intact sous les flammes. Comme on dit, la légende va faire partie par la propagande bolchevique pour symboliser la défiance morale de l'ancien régime. Elle va être remise, déformée, amplifiée par la littérature en 1917, puis en 1928 par le cinéma, la télévision, qui va faire une exploitation à la limite du fantastique érotique. Les journalistes et hommes politiques hostiles à Maison Romanov vont courir la rumeur que Rasputin était l'amant de la tsarine. D'autres disent bien que l'érotomanie et la débauche sexuelle de Rasputin étaient prouvées. La défloraison de nonnes, de violets, de dames de haute aristocratie. Selon d'autres documents, bah oui, ça a été colporté, son influence a été hostile. Mais en fait, au cours des années, Rasputin va être largement diabolisé. Seulement, on va devenir un mythe, parce que servir de prétexte à beaucoup de dirigeants politiques russes et européens pour s'exonérer de ses propres responsabilités en disant oui, mais regardez ce qui s'est passé à l'époque. En fait, il faut savoir que dans les arts et cultures populaires, Grigori Rasputin et le mystère qui l'entoure n'ont jamais cessé d'intriguer. Même encore aujourd'hui, l'imaginaire créatif continue à tourner. Dans bon nombre d'œuvres, on le voit qui entre en scène, tantôt tentant de s'approcher de la réalité historique, tantôt plus souvent en écartant à l'agrément. Alors que le personnage est complexe, c'est l'aspect débauché et manipulateur, symbole de la chute de l'Empire, qui est souvent mis en évidence et exploité. On trouve dans un documentaire comme dans 2009 de Ses Secrets saison 1 épisode 5 Rasputin, en 2011 L'ombre d'un doute, le secret des morts de Rasputin, en 2016 avec Rasputin meurt à Saint-Pétersbourg. Là, on en a plein de références dans des textes russes, on ne peut pas faire la liste, que l'on trouve partout, c'est un cauchemar. On trouve dans d'autres... on trouve dans beaucoup d'autres œuvres. Parce que... Allez, je vous mets juste un coup de je mets ça. Rasputin. Tout le monde connaît cette chanson. Tout le monde connaît cette chanson. Et pourtant, elle parle bien de ce Rasputin. Ce méchant. Tout le monde qui sait. Enfin, pour ceux qui sont fans de Disney et de Pixar, on me dit ah oui, dans les dessins animés Anastasia, le père d'Anastasia est Nicolas II, est le tsar. Ce machin là qui s'amuse avec sa tête, c'est Rasputin. Ce gars en fait a une aura mystique en fait, qu'on dit bien en fait, autant de son vivant on dit ouais il a été débauché machin. En fait ce qui a surtout choqué le monde, c'est sa mort en fait. Quand Rasputin est mort, enfin sa mise à mort plutôt, parce que quand il est mort, bah, il était cané, c'était allez hop, poubelle. Le truc c'est que sa mise à mort a été, apparemment d'après beaucoup de trucs, mais a été compliquée en fait, parce que beaucoup disent que oui, les Anglais ont joué un rôle, oui, c'était la noblesse russe toute seule,
Dans tous les cas, le gars était dangereux. Parce que d'après certains récits qui ont été dits, bon, improuvés, mais bon, quand on voit la légende qui est autour, le mec aurait comme réussi à résister à 3 balles, à de poison, à un passage à tabac, et en fait apparemment il l'aurait balancé à la flotte, et c'est là où il aurait agonisé qu'il n'aurait pas remonté. Sinon, le mec c'est un putain de warrior. D'ailleurs, dans un autre film, on le croise, c'est un des méchants, Kingsman, c'est-à-dire que Origine, enfin le troisième, en fait, ils sont en Russie et ils doivent tuer Rasputin. Et il le montre effectivement, comme j'ai dit, comme un débauché. Il le montre comme un débauché parce qu'en fait, un de l'agent est assez jeune et il l'envoie en mode oui, il aime bien les jeunes garçons, essaye pour le buter quoi. En fait, on arrive au moment de l'assassinat de Rasputin. Effectivement, on les voit d'une salle et derrière il y a une petite terrasse qui mène à la petite au cours d'eau et effectivement on le voit, il le bute et effectivement il flotte dans l'eau et c'est là où on dit ah bah voilà, Rasputin est mort. Bon, je sais, on l'a déjà dit sur cette chaîne, on est fan de Doctor Who. J'ai envie de faire ma petite théorie. Oui, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode de Doctor Who, il y a un moment, un des méchants, on ne va pas dire lequel pour pas spoiler, est en Rasputin et il danse en fait le Rasputin. Sauf que la docteur à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est timer, donc qui voyage dans le temps. Voyage dans le temps, donc ça veut dire, bon, on ne peut pas faire tous les lores qu'ils ont déjà fait, ils ont croisé plein de gens, des têtes connues, je ne tiens pas à dire que deux, Van Gogh, Rasputin, ça c'est normal qu'on en parle, et même Jack l'Éventreur. Donc, il faut comme moi, le mec qui s'est pointé à mauvaise époque et tu fous le bordel en Russie. Non, honnêtement, Rasputin c'est un cas parce que effectivement, entre la légende, entre les faits, entre l'aura mystique qui s'est créée, et surtout les liens qui s'est créés avec la famille royale, etc., c'est très très compliqué de savoir où est la vérité, où est le mensonge. Sur ce, c'est la fin de ce raconte une histoire. Ça faisait longtemps. Je suis content d'être revenu. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le dernier. À très vite. Ciao. This is my last roll of the dice. Been carrying this around with me